Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans cette émission, le journal de la rédaction. Le journal de la rédaction, on va aujourd'hui aborder quelques questions d'actualité, notamment le 17e sommet du COMESA qui s'est tenu dans notre pays, sous un thème qui dit tout, consolider les échanges intra-COMESA en développant les petites et moyennes entreprises. Des chefs d'État et de gouvernement se sont réunis du 26 au 27 dans notre pays pour essayer de réfléchir sur l'intégration du marché en fait, des pays, sur les intégrations économiques du pays dans la sous-région de l'Afrique australe et de l'Afrique orientale. Mais au courant de la semaine également, l'abbé Malou Malou a poursuivi ses consultations. Cette fois-ci, c'était avec la presse. Les patrons de presse se sont réunis à la maison des élections pour essayer de voir comment la presse peut aussi être impliquée dans les processus électoraux, mais surtout pour prendre connaissance officiellement de la feuille de route élaborée par la Commission électorale indépendante. Au courant de la même semaine, on a eu une nouvelle encore, c'est le pouvoir qui a changé de main en Ukraine. En tout cas, la pression populaire a fait que le président de ce pays a dû quitter la capitale et se réfugie pour le moment en Russie. Voilà trois points qui font le menu de cette émission qui va recevoir pour vous ce soir Gabi, je veux dire Kuba du magazine Le Grand Enjeu. Gabi, bonsoir. Bonsoir Charlie. Et à côté de Gabi, nous avons bienvenue Marie Bakoumania du groupe Mediaset. Bienvenue, bonsoir et bon retour. Bonsoir Charlie Tonsi, À merci. côté de bienvenue, nous avons Joachim Diana du journal La Colombe. Bonsoir. Bonsoir Charlie. Merci à vous tous d'être venus discuter avec nous autour de ces questions. Gabi, nous ouvrons le bal avec vous. Le 17e sommet du COMESA s'est tenu dans notre pays. L'organisation, on ne le dira plus jamais, on ne le dira jamais assez, je voulais dire. C'était impeccable, en tout cas, pas trop de ratés. Le pays a mûri, en tout cas, parce que c'est devenu coutume, des sommets, des sommets. On en a eu un qui parle maintenant de l'économie. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle peut être l'opportunité pour notre pays d'organiser un sommet comme celui qui vient de se tenir. Merci beaucoup. L'organisation, vous l'avez bien dit, c'était très bien. Après les deux sommets de 2009, la CAC et puis la SADC, la francophonie en 2012, et aujourd'hui c'est les COMESA en 2014. Je pense que le Congo a beaucoup avancé, les erreurs ont été corrigées, même pour nous. L'accréditation au niveau de la presse n'a pas posé assez de problèmes comme dans le passé, et ça s'est bien passé. Par rapport à la question quel est l'enjeu pour un sommet comme celui-là, c'est un sommet presque essentiellement économique pour les 19 pays membres. C'est un vrai marché de consommation, mais un vrai marché de consommation, mais ce n'est pas un grand marché de production. Et dans les résolutions qui ont été présentées lors de la clôture de ces travaux, les discours du président Kabila, les discours de Tshibanda, le ministre des Affaires étrangères, et puis le discours de Yuma, le président de la Fédération des entreprises du Congo, ont repris presque les mêmes recommandations. Et ça, c'est historique. Maintenant, comment concrétiser ces résolutions-là? Mais là où je suis un peu perplexe, là où je ne suis pas satisfait, que ce n'est pas la première fois. Je me rappelle bien en 2009, avec la SADC, avec la CAC, il y avait presque les mêmes recommandations. Et l'une des exigences, c'était l'univisa, le visa uniforme pour l'ensemble des citoyens appartenant à ces institutions-là. Ça n'a jamais existé. Et ça risquait de créer un chevauchement des tâches ou encore un dédoublement des tâches dans la mesure où les premières résolutions de la SADC et les résolutions de la CAC n'ont pas bien marché. Et je ne vois pas en quoi le COMESA va porter un plus. Et lorsque vous regardez le poids de l'Afrique du Sud, par exemple, dans les échanges commerciaux au niveau de la SADC, le poids de l'Angola, c'est formidable. Contrairement aux pays qui constituent le COMESA, je ne vois pas un pays économiquement stable. Et dans les résolutions concernant les chapitres économiques, je pense que quelles que soient les résolutions que l'on peut prendre, le problème d'abord, c'est la gouvernance.
Et lorsque vous regardez, lorsque vous analysez la gouvernance dans la plupart de ces États, ça pose un sérieux problème. Même Oui. le fonctionnement des institutions à l'intérieur des États, la réglementation en matière de commerce, en matière de douane, en matière de fiscalité, ça pose un sérieux problème. S'il faut uniformiser au niveau de l'organisation qui est le COMESA, il faudra d'abord commencer par nettoyer à l'intérieur des États. Très bien. Alors, bienvenue. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, c'est vrai, on ne va pas revenir sur l'organisation, en tout cas on a constaté qu'il y a eu beaucoup d'avancées là-dessus. Est-ce qu'on peut dire que ce sommet tel qu'il se tienne dans notre pays, le pays engage quelque chose au-delà de ce qu'on peut dire sur le plan diplomatique, que le pays redevient fréquentable. Mais sur le plan économique, parce que ce sommet était essentiellement consacré à l'économie, est-ce qu'on a gagné quelque chose? Charlie, c'est ça justement la différence entre nous journalistes et les politiques. Hein, les politiques qui vont se cramponner à des positions infranchissables pour dire que rien ne va, rien ne va. Mais nous journalistes, on constate qu'il y a des sommets qui se tiennent dans notre pays et ces sommets qui se succèdent connaissent des succès appréciables sur le plan de l'organisation. On peut donc féliciter les organisateurs. Les ratés, on en a connu moins par rapport comparativement au sommet précédent. Maintenant, sur le plan de la matière même du sommet, je crois que Gabi l'a expliqué de manière magistrale. Moi, je vais seulement rester sur des aspects qui sont beaucoup plus pratiques, des aspects qui nous concernent le plus possible, des aspects qui permettent à ce que l'on puisse aujourd'hui évaluer les résultats, les recommandations de ces différents sommets, et le dernier en date c'est avec le COMESA, avec notre propre manière de conduire les choses, notre propre manière de voir notre avenir sur le plan économique. Parce qu'on parle de petites et moyennes entreprises. Est-ce que le Congolais aujourd'hui crée de petites et moyennes entreprises? Et pour que le Congolais puisse créer des petites et moyennes entreprises, est-ce que son gouvernement, le gouvernement de la République, encourage le Congolais à créer les petites et moyennes entreprises? Cette politique, moi, je ne la vois pas. Ailleurs, je prends l'exemple du Ghana, les étudiants qui sortent de l'université, on les pousse non pas à rédiger des lettres de demande d'emploi, mais à créer de petites et moyennes entreprises à l'aide de mini-projets. Dans notre pays, quel projet? Avec la bancarisation qui est très faible dans notre pays, et ces banques qui n'ont pas assez de moyens, je veux parler de moyens conséquents pour financer les micro-projets, vous pensez que c'est facile pour avoir une idée en tête, mais où est-ce qu'on va voir là? Charlie, il faut même pas aller loin dans les banques. Les banques, c'est un peu le reflet. Ils nous apportent ce dont nous avons besoin. Si nous avions besoin d'un peu plus, les banques apporteraient un peu plus, si on se met à s'organiser. Mais je prends l'exemple simple. Aujourd'hui, tout le monde parle des sciences, même parmi les recommandations, il y a la formation en matière de nouvelles technologies. Alors, regardez seulement l'espace congolais. Combien d'écoles en matière de nouvelles technologies d'information et de la communication existent? Observez vous-même. Combien d'écoles l'État organise en cette matière? C'est le cadet des soucis de l'État congolais. L'État congolais, même une stratégie d'aller chercher cette technologie ailleurs, ces connaissances ailleurs et venir l'appliquer au pays n'existe pas. Combien de nos enfants, le gouvernement de la République a envoyé avec des bourses pour apprendre les nouvelles technologies ailleurs et revenir avec au pays? En tout cas, moi je n'en vois pas, à part les enfants des dirigeants et assimilés, qui, avec l'argent du trésor public, ils peuvent les envoyer ailleurs pour apprendre quelque chose. Donc c'est dire que lorsqu'il n'y a pas cette volonté à l'interne déjà, il ne faut pas chercher à s'ouvrir. Ça ne sert à rien parce que vous ne serez pas bénéficiaire. Aujourd'hui, on va décider de s'ouvrir, on va décider de se sévrer de certaines recettes, notamment les recettes douanières, au profit de cette libre circulation de biens et de services, il faut s'assumer. Je pense que la meilleure manière aurait été qu'on intégrât d'abord notre économie, un marché de 70 millions de consommateurs, un marché de 200 avec des immenses richesses. On a tout ici. Ne plus que sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'autosuffisance alimentaire, on ne fait rien.
Hein, le foufou, vous connaissez comment le foufou arrive du Bandundu jusqu'à ici, dans quel état il arrive. On n'a même pas organisé le transport de foufou de Kikwit jusqu'à ici. Ce sont des choses basiques. Très bien, alors je vais revenir à vous, bienvenue. Est-ce que vous aussi, vous allez donner votre point de vue par rapport à l'opportunité d'un tel sommet et ce que nous gagnons? Oui, mais d'abord, je commencerai par dire que les Congolais doivent sortir de leur tête. Chaque sommet dit qu'est-ce que nous gagnons. Les sommets ne sont pas seulement organisés pour que vous puissiez gagner tout de suite. Nous sommes entrés dans un monde globalisant où vous devez vous organiser, vous entendre avec les autres, justement pour voir qu'est-ce que vous pouvez gagner. C'est ce qu'on a. Et en ce qui concerne ce sommet-là, j'ai été heureux de constater que tous les dirigeants, que ce soit le président qui sort, celui qui est entré, tout le monde reconnaît que la solution à tous nos problèmes, c'est la transformation de nos matières premières sur place. Oui. Tant que nous ne serons que des marchés de matières premières, voilà, oui. nous resterons des réservoirs pour d'autres économies et nous n'aurons pas une économie. Bon, j'aimerais dire aussi à Bienvenue que autant vous voulez que l'État libéralise, que l'État crée des conditions d'investissement, autant vous devez accepter que tout ne se fasse pas par l'État. S'il y a des privés qui créent des écoles pour la technologie, que l'État les agrée, cela entre dans le projet. Nous n'attendons pas à ce que tout soit fait par l'État. Sinon, nous allons demander même les journaux, toutes les télévisions soient étatiques. Donc, voilà. Donc, il faut aussi laisser au privé de participer. L'État crée les conditions pour que ces privés-là participent à cela. Il y a une chose, je me dis, le rôle que doit jouer le ministre du plan chez nous. Je constate que nous avons beaucoup de choses dispersées. Alors que s'il y avait quelque part un coordinateur, une espèce de mémoire nationale qui dit on a décidé ça, on met tout ça ensemble, voilà comment ça peut marcher. Nous sommes en train de chercher l'intégration de l'économie au niveau africain. Mais alors qu'au niveau national même, l'économie n'est pas intégrée. Il est difficile qu'entre le Bandundu et le Kasaï qu'on s'échange des produits. Il est impossible qu'entre l'Équateur et la province orientale, qu'il y ait des aides. Donc, les provinces, quand vous allez... C'est ce que le chef de l'État a dit justement dans les recommandations, qu'il faut aussi développer les infrastructures à l'intérieur. Et cela passe, comme vous le dites, dans le cas de notre pays, nous avons un boulevard naturel, le fleuve Congo. Mais le fleuve Congo, là, je ne sais pas depuis quelle année il a été balisé. Donc, les routes, là, il faut les arranger à l'intérieur. Oui, tout à fait. D'abord, il faut qu'il y ait une politique pour que toutes nos provinces ne produisent pas la même chose. Si on veut vraiment... quand vous allez dans la province, chacun produit quoi est juste pour la subsistance. Alors, mais c'est pourquoi j'aimerais dire ceci. Lorsque on parle de l'économie, vous allez dans nos villages, mais ils sont dans une autre sorte d'économie qui n'a rien à voir avec l'économie monétaire que nous avons dans les grandes villes. Au village, il y en a qui sont encore dans les trocs, il y en a qui vont encore payer le maïs à l'école comme une nervale de l'enfant. Donc, c'est pour... Et qui doit faire... Et on a appris, même aux concertations, le chef de l'État, dans plus d'une fois de ses discours, il dit toujours la modernisation des villages, le regroupement des villages. Parce qu'en regroupant les villages, ces villages vont devenir des centres de consommation, en même temps des centres de production. Au même moment, le développement va y entrer parce qu'ils vont avoir accès à l'eau, ils vont avoir accès à l'électricité. Mais si, comme ça, vous allez dans le village des bienvenus là-bas, avec 8 cases, isolés du monde entier, vous allez y amener la modernité quand? C'est impossible. C'est impossible. Vous allez encore 3 autres cases. Ce sont quand vous allez surtout chez lui, ce sont des cases antagonistes. Vous passez tel village a brûlé tel autre village parce qu'il y a eu ceci, cela. Vous allez vous rendre compte que nous n'amènerons jamais les développements au niveau de là-bas. Et qui doit dire tout ça? Je pense que le ministre du Plan doit pouvoir être la mémoire nationale. Mais c'est ça même le DCRP, n'est-ce pas? Oui. Le DCRP reprend tout ce que vous êtes en train de dire. Mais tout à fait, mais l'application. Alors, mais pourquoi on ne l'applique pas? C'est ça le grand problème. Justement, je vois le ministre de l'énergie se battre plus pour cette histoire que le ministre du Plan. Pour qu'il crée. Lui, il veut créer des micro-centrales partout, parce que quand il y a l'électricité, ça va attirer les gens et les gens vont se créer. Mais il faut que d'autres mesures. Il y a l'électricité, mais il y a d'autres histoires. Créer par exemple des minoteries, des entreprises par là, pour moudre même les maniocs. Mais très bien. Gabi, justement, on parle de l'économie au niveau national. Aujourd'hui, la République ne sert que d'un réservoir de matières premières. Quelqu'un va à l'Équateur, il coupe le bois, il envoie en Europe, même avec les écorces.
Donc le bois va ici, il passe sous nos yeux, il arrive, il va, et on va le transformer en Europe pour lui donner donc, une valeur ajoutée beaucoup plus élevée que le bois qu'on a coupé là à Bumba ou je ne sais pas à Maïndombe, à Inongo. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour qu'on puisse pêcher ici au lieu d'importer le Saint-Charles par exemple de la Namibie? Merci beaucoup. Je pense qu'au début de l'émission, vous avez évoqué la phrase de Museveni. On exporte les matières premières et puis on revient avec les mêmes matières. On les revend plus cher à ceux qui sont ici. Si notre économie est essentiellement rentière, on n'arrivera pas à l'émergence. Et dans les 4 recommandations principales de ces sommets, d'abord la science et l'éducation, l'innovation, la technologie. La deuxième recommandation, paix et justice. Et la troisième recommandation, les infrastructures, les voies de communication. Et la 4e recommandation, l'industrialisation. Voilà. Je suis au moins d'accord avec Diana lorsqu'il dit que fait le ministre du plan chargé de la révolution, chargé du suivi de la révolution, de la modernité. Il met en œuvre. Je pense que le président de la République devrait créer un poste, par exemple, du conseiller chargé de suivi et monitoring au sein de son cabinet. Ou soit, dans ces ministères du plan, on devrait avoir un département qui s'occupe essentiellement de ces questions-là. Pour revenir à votre question, on transforme. L'industrialisation nécessite essentiellement des capitaux. Et dans le discours de Yuma, il a été clair, il faut créer des banques de développement pour soutenir l'économie locale. Il faut créer des banques, parce que combien d'entrepreneurs, vous pouvez avoir la vocation de devenir un homme d'affaires, mais si vous n'avez pas de sources et de financement, comment lever des fonds pour que votre affaire prospère? Aujourd'hui, Bienvenue l'a dit, 2 pays qui m'inspirent tellement confiance, 3 pays plutôt en Afrique de l'Ouest, le Ghana, le Nigeria et le Sénégal. Vous voyez des jeunes gens qui sortent des universités, créent des emplois, et ça marchait bien. Si on met l'accent sur la petite et moyenne entreprise, sur la transformation des produits, la transformation des produits localement, on arrivera à créer une valeur ajoutée, comme l'a dit le président Kabila dans son discours à la fin de ces sommets. Et pour arriver à ce niveau, il faut d'abord que les gens aient accès d'abord au financement à travers les banques. Généralement ici, prenons le cas du Congo, ça n'existe presque pas. La plupart des banques n'ont pas l'argent pour donner les crédits. Les banques n'ont pas, je ne sais pas pourquoi on les appelle des banques. Le deuxième élément, il faut de l'énergie. Il faut l'énergie électrique. Aujourd'hui, avec la loi sur la transformation des entreprises, je ne sais pas si la SNEL va survivre ou bien va disparaître. Après les concepts de stage, aujourd'hui c'est les sillages. Donc n'en parlons même pas. C'est aussi un problème parce que pour transformer localement, ça va vous demander de l'énergie. Et si vous n'avez pas d'énergie, il est difficile que vous puissiez transformer. Une autre condition, c'est aussi la gouvernance. Les textes. Donc comment on gère? Il faut une gestion cohérente des affaires. Donc aujourd'hui, s'il faut créer des secteurs, s'il faut promouvoir les petites et moyennes entreprises, il faut voir aussi au niveau des textes, les gens qui gèrent, lutter efficacement contre la corruption. Ça ne sert à rien d'adhérer à l'OADA, au COMESA, à la SADC, des différents textes, pendant qu'au niveau national, ça ne marche pas. Tant qu'on n'aura pas assaini tous ces secteurs, on peut organiser autant de sommets, et même l'émergence qui est prévue à l'horizon 2030 sera toujours illusoire. Très bien. Alors, bienvenue. Nous revenons sur la même question, mais cette fois-ci pour savoir, est-ce qu'il y a une volonté de nous maintenir dans cet état, notamment par rapport à ceux qui ont assez de moyens? Parce que lorsque nous regardons les codes forestiers, lorsqu'on regarde les codes miniers, lorsqu'on regarde même les codes des investissements, ils donnent plus d'avantages aux investisseurs étrangers qui viennent dans notre pays qu'à notre pays lui-même. Au point que quelqu'un va en Équateur ou quelque part là, il achète une forêt, ça devient sa forêt à lui, il coupe ce bois et puis il va avec où il veut. Et pendant ce temps, il y a le déboisement, il y a le réchauffement climatique, il y a des conséquences écologiques sur place, mais la population où ce bois a été coupé ne profite pas à cela. Est-ce que c'est fait à dessein pour nous maintenir dans cet état de pauvreté ou de sous-développement? Je répondrais par oui et non. Oui, pourquoi? Oui, parce que c'est fait à dessein, parce que nous-mêmes, nous prêtons les flancs. Le colonialiste, quand il est parti, il nous a légué une économie extravertie, une économie tournée vers le port de Matadi essentiellement. Qu'est-ce que nous avons fait 53 ans après
pour changer cet état des choses? Quasiment rien. Le code minier, le code forestier, d'inspiration de la Banque mondiale, c'est-à-dire d'inspiration de la survivance de l'impérialisme, nous avons adhéré à ces projets tête baissée. Les conséquences, l'économie est restée extravertie. Rien n'est fait pour introvertir notre économie. Je dirais aussi non. Non, parce que si vous voyez bien, Charlie, dans notre pays, qui vient, malgré le caractère attrayant de tous ces codes? Personne ne vient. Les vrais investisseurs ne viennent pas. Ils ne viennent pas pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas confiance en nous. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas confiance en nous? Parce que nous ne permettons pas aux gens de rester chez nous dans la durée. Des gens qui viennent réellement travailler, des vrais investisseurs. Des vrais investisseurs sont des gens qui viennent avec des capitaux qui vont rapporter dans 15 ans, 20 ans. Et quand on vient dans un pays où les capitaux vont rapporter dans 15 ans, 20 ans, on n'a pas de suspense comme on a aujourd'hui avec le gouvernement. Ça fait 5 mois, 6 mois, on attend le gouvernement, il n'y a pas de gouvernement, les investisseurs n'ont pas d'interlocuteurs en face. Je prends seulement cet exemple-là pour démontrer la légèreté de notre gestion, la légèreté de notre gouvernance. Et lorsqu'on est en face des gens légers, comme nous sommes, pas moi évidemment, ceux qui dirigent le pays, comme ils sont légers, vous vous rendez compte que... Est-ce que vous ne pouvez pas trouver un autre terme? Je ne vois pas d'autres... Je ne vois pas d'autres termes. Bon, je ne vois pas d'autres termes, Charlie. Si vous en avez, aidez-moi, je l'apprendrai. Je voudrais que vous cherchiez un terme beaucoup plus catholique. Parce que les dirigeants qui ne sont pas pressés à aller vite en besogne par rapport aux urgences du pays, à ce moment-là, ceux qui viennent, ce sont des aventuriers. Vous vous rendez compte, ceux qui viennent ici, ces soi-disant investisseurs, moi je mets entre guillemets, ils viennent pour mettre de l'argent et récolter tout de suite le retour des capitales, récolter les bénéfices et décamper. Vous n'avez qu'à voir les sociétés de télécommunications. SLTel est devenu Zen et puis est devenu Airtel. Vous avez Oasis devenu Tigo. Donc les gens, ils viennent, ils mettent de l'argent et ils récupèrent rapidement et ils repartent. Et c'est pareil dans le secteur minier. C'est pareil dans tous les secteurs de la République. Et là, les gouvernants doivent se dire que pour rassurer les vrais investisseurs qui sont des oiseaux peureux, il faut que les gens se disent, si je viens là-bas, je viens pour m'installer. Très bien. Alors, est-ce qu'à votre avis, il est possible pour nous d'éviter ce piège, de nous organiser, par exemple là, comme Bienvenu vient de le dire, et vous l'avez d'ailleurs dit au début, chercher d'abord à produire localement. Est-ce que le foufou qui est produit à Boulungo, à Idiofa, je ne sais pas dans quelle autre localité, peut être déjà transformé à partir de là-bas? La chikwang, depuis qu'on l'a connu, c'est toujours avec la même forme, avec les mêmes feuilles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce piège qui fait que nous puissions toujours dépendre de l'extérieur? Oui, je commencerai par dire que le Congo a un gouvernement. Le fait d'avoir annoncé à l'issue des concertations qu'il y aurait un gouvernement de cohésion nationale n'a pas mis fin aux institutions. Le Parlement est là, il vient de partir en congé, et le Sénat est là, même c'est au-delà de son mandat, et le gouvernement est là, Matata est là, les institutions sont en place. Voilà. Qui est bienvenu, prend son visa régulièrement, il part, il voyage, il vient à l'aéroport, il trouve les gens pour l'accueillir, revenir jusqu'à... Donc c'est pour vous dire que le pays n'a pas cessé de fonctionner. Le pays est là, il fonctionne régulièrement. Mais alors, j'aimerais dire certaines choses. Lorsque nous disons aussi que nous n'avons pas une politique, il y a une politique d'industrialisation, l'FPI. FPI, c'est le meilleur instrument qu'on a fabriqué pour que l'on puisse transformer nos matières sur place. Mais que fait l'FPI? Le FPI aujourd'hui, vous savez, quand il y a... Le FPI a d'abord des financements, parce que c'est un fonds pour... oui, il a les fonds. Il a les fonds et le dit tape le point sur la poitrine que j'ai les moyens. Et le FPI, lorsque vous arrivez, une entreprise qui commence à faire de l'autosatisfaction, prendre les caméras pour aller filmer une usine de sachets qu'on a financée, et on a fait ça, et vous voyez que c'est déjà la dérive. C'est le service minimum. Le FPI fait le service minimum dans un pays où l'industrialisation, c'est une urgence et même une priorité des priorités. Lui, il fait le travail minimum après une petite entente avec un Libanais, ceci, cela. Et généralement, ce sont les Libanais, les Indo-Pakistanais qui bénéficient de ces financements-là. Bon. Ceux qui sont venus les mains en poche, comme a chanté mon frère Taboulay, qu'ils viennent seulement en poche avec des beignets à manger en route, ils arrivent ici, ils ont des capitaux. Ce sont ceux-là qui perçoivent.
Vous avez dit ici que sortir de l'école et créer un emploi. Mais vous savez que les conditions à FPI, pour qu'on vous donne, que vous bénéficiez de ça, vous devez hypothéquer. Voilà un étudiant qui sort de l'université, qui n'a que sa science et son projet, il va hypothéquer quoi? Mais on n'est pas sûr, justement, c'est ça, non, le problème. Mais vous savez que les affaires, c'est avant tout, c'est le risque qu'on prend. Ouais. On prend le risque. Et j'aimerais aussi dire que ce sont les aventuriers qui viennent. Vous vous rendez compte qu'il faut féliciter les gens comme les entreprises de télécommunications qui sont arrivés dans ce pays au moment des plus grandes incertitudes. Et c'est ça aussi, prendre le risque. Mais ceux qui attendent, les amis de bienvenus qui sont dans l'Occident là, qui attendent que tout baigne dans l'huile, qu'il y a déjà métro à Kinshasa, il y a déjà pas plus de délestage, ceux-là, ils viendront, ils seront toujours en retard. Et ce sont les aventuriers qui ont découvert le monde, hein, et qui ont découvert les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. On va finir ce dossier du COMESA, mais il y a eu quand même un couac dans ce sommet. Les ONG, plus de 80, les ONG congolaises en l'occurrence, demandent, et même la CPI, à Kabila d'arrêter le président Béchir et de l'expédier tout de suite à la haie, comme on avait fait avec Fidel Babala et les autres. Est-ce que c'était possible dans un sommet, Gabi, rapidement? Merci beaucoup, Charlie, mais permettez-moi juste quelques secondes pour répondre d'abord, pour ajouter un élément. Ouais. Diana a parlé du FPI, on a aussi la NAPI, et aujourd'hui on vient de créer le guichet unique, et dans le cadre de la décentralisation, les provinces ont aussi des pouvoirs en ce qui concerne les investissements. Je pense qu'on doit d'abord harmoniser nos textes et rendre les fonctionnements des institutions un peu plus cohérents avant d'envisager le niveau international ou régional. Voilà. C'est ce que je voulais dire. En ce qui concerne le dossier El Béchir, bon, vous savez, sans être contre le travail des ONG, que j'apprécie beaucoup, elles vivent aussi de ça. Ça fait partie du job, parce qu'une ONG qui ne rédige pas de rapports, qui n'anime pas de conférences de presse, elle n'a pas de boulot à faire. C'est aussi le travail. Mais dans les dossiers El Béchir, il faut voir que le juriste a son entendement et le politique a aussi son entendement. Donc, il y a une dose politique, que ce soit au niveau du fonctionnement de la Cour pénale internationale, que ce soit au niveau de la position de l'Union africaine. Et je pense que c'est la politique qui a dominé le juridique dans ces dossiers. El Béchir est un président en fonction et la position de l'Union africaine est claire. L'Union africaine dit pas question de l'arrêter, et la RDC est membre de l'Union africaine, donc elle a souscrit, elle a adhéré à la position de l'Union africaine. Mais la RDC a ratifié les traités de Rome, et elle a aussi l'obligation d'arrêter celui que la CPI demande. Et là, si la RDC arrêtait El Béchir, imaginez un peu les conséquences au niveau régional de l'arrestation d'un président qui vient au sommet sur invitation de la République démocratique du Congo, et on procède par son arrestation. Je pense que les conséquences pour les deux pays ou pour la RDC seraient plus dramatiques que la non-arrestation de El Béchir. Je voudrais ajouter un élément. Les gens s'acharnent plus sur El Béchir. Aujourd'hui, El Béchir, vous savez, la CPI, la conception de certains philosophes, disent que c'est un instrument de néocolonialisme. El Béchir, c'est quelqu'un qui a défendu l'intégrité du pays. Et aujourd'hui, on est arrivé à faire la partition du Soudan, et même les pays qui les ont soutenus, la région du Soudan qu'on a soutenu pour devenir un pays indépendant, le Soudan du Sud, aujourd'hui ça brûle, ça ne marchait pas. Et c'est un peu l'instrument pour anéantir tous les indisciplinés, entre guillemets, du genre Mugabe, Kabila, Laurent Désiré, ou encore El Béchir. C'est un peu ça. Laurent Gbagbo. Mais cela ne dédouane pas non plus les dirigeants africains à déployer beaucoup d'efforts dans le processus de démocratisation des États, la bonne gouvernance et la gestion correcte du pays. Merci. Alors, bienvenue rapidement. Le dossier El Béchir. On en veut au président Kabila de n'avoir pas livré El Béchir à la CPI. Est-ce qu'on peut concevoir que Béchir, qui est venu sur invitation du COMESA, se fait arrêter à Kinshasa et mis dans un avion, et
qu'est-ce qui devait arriver? Voilà un peu dans quelle situation ces ONG ont voulu mettre le pouvoir de Kinshasa dans... Charlie, des affaires aussi sérieuses, moi j'ai en horreur, j'aborde qu'on puisse les aborder de manière aussi théâtrale comme ces ONG ont voulu le faire, hein, avec le soutien de la Cour pénale, de soi-disant Cour pénale internationale. Hein, cette théâtralisation, moi ça m'a dégoûté, La Cour pénale internationale, parlons-en. Ils ont des membres qui disposent de drones. Ils ont des jumelles qui peuvent voir même à travers les bétons. Hein, ils ont tous les moyens possibles pour voir partout où El Béchir est en train de passer. Pendant ce temps-là, personne ne bouge, on ne l'arrête pas. On attend qu'ils viennent en République démocratique du Congo, comme on dirait Zobaana Congolais. Eux, au moins, ils vont faire le sale boulot. Hein, on va leur demander, comme ils sont toujours des bons élèves, hein, des bénis oui-oui, hein, ils vont prendre Béchir et nous... C'est quand même nous manquer de respect et c'est aussi une manière d'interpeller nos dirigeants. Qu'est-ce que cette manie de prendre à tour les bras lorsque la Cour pénale internationale est éternue, hein, vous bougez, vous vous maniez pour envoyer, expédier comme des colis de... Non, les haricots c'est même beaucoup plus cher, comme les charbons de bois, on envoie des gens à la CPI. La CPI s'est dit, ben voilà, notre béni oui-oui, la République démocratique du Congo va faire le sale boulot. C'est un peu notre propre turpitude. Mais la Côte d'Ivoire aussi a livré Laurent Gbagbo. Faites la comptabilité, vous vous rendrez compte de quel côté la liste est longue. C'est du côté de la RDC. Hein, et là, on nous a mis devant nos responsabilités. Moi, et fort heureusement, le gouvernement a pris la meilleure option parce que, imaginez aujourd'hui, vous arrêtez El Béchir ici en RDC. Hein, et ils sont à 8000 km. Hein, les Soudanais, ils vont venir faire exploser des engins ici chez nous. Hein, nous sommes juste à côté. C'est à 2 mètres. Alors qu'eux, ils sont au frais là-bas, de l'autre côté. Donc, nous pensons qu'il faut que la CPI arrête. Hein, on n'a pas besoin de telles épreuves. Merci, bienvenue. Ils ont beaucoup de moyens pour alors, le faire. Je rappelle qu'il y a aussi une grande sur le plan juridique. Hein, les gens évoquent l'article, on a entendu certains ONG qui ont évoqué l'article 27, le statut de Rome, mais ils oublient aussi que l'article 97 est presque en contradiction, parce que si l'article 27 ne reconnaît pas les immunités, ne tient pas compte, je voulais dire, des immunités que peuvent avoir quelqu'un ou la personne est recherchée, mais l'article 97 essaye d'accorder un certain traitement de faveur au chef d'État en fonction. Et donc, il ne faut pas oublier. Alors, à votre avis, il était nécessaire d'arrêter El Béchir, de l'envoyer, parce qu'il y en a même qui ont comparé ça avec les cas Babala, oubliant que l'Union africaine a dit qu'aucun chef d'État en fonction ne peut être déféré devant la Cour pénale internationale dès lors que les crimes pour lesquels ils sont poursuivis, étant donné que ces crimes sont des crimes imprescriptibles, on pourrait l'arrêter à tout moment dès qu'il aurait fini avec ses fonctions de chef d'État. Oui, mais écoutez, Charlie, il suffit seulement de quelques petites comparaisons, vous allez comprendre que et la CPI et tous ces gens-là veulent se moquer des dirigeants africains. Je vais donner un exemple. Lorsque ils décident d'aller attaquer Kadhafi, pendant que les Africains, dont le président Zuma, est en train de se battre pour que Kadhafi se retire pour aller quelque part, la CPI envoie déjà un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt international contre Kadhafi. Ce qui empêche les autres pays de l'accueillir. Parce que dès que vous l'accueillez, vous devez les livrer. Vous voyez la stratégie là? Et à ce moment-là, Kadhafi avait déjà tué qui? Au début de la révolution là. Il n'avait dit qu'il va écraser les gens à Benghazi. Rien que la déclaration. Allez en Syrie maintenant. Comptez le nombre de morts qu'on nous donne par jour. Est-ce que vous avez entendu déjà un mandat contre le président syrien? Rien du tout. Aucun mandat. Cet homme-là peut sortir, on l'arrête. Mais vous allez vous rendre compte que c'est tellement ridicule que l'on ne peut pas prendre cette cour très au sérieux. Mais le président El Béchir va dans tous les sommets africains désormais. À part la maman présidente de Malawi qui avait dit s'il vient chez moi, je l'arrête. Alors on lui a dit, bon, si toi tu vas arrêter un président, nous n'organisons pas de sommet chez toi. On n'a pas organisé le sommet chez lui. Le sommet a été délocalisé, il a été organisé au siège en Éthiopie. Donc, là, dans ce pays-là, il y a des ONG. Et vous avez des ONG ici
qui sont tellement pauvres, qui vivent de financement. Et ce sont comme la politique des pompes funèbres. Quand il n'y a pas de morts, on n'a pas de recettes. Donc on doit souhaiter qu'il y ait des morts pour qu'on ait des recettes. Vous voyez jusqu'où... Mais justement, jusqu'où ce travail est cynique, en quelque sorte. Donc vous souhaitez la mort pour que vous ayez le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et en conclusion? Et en conclusion, c'est pour dire que j'ai déjà entendu une ONG, pour ne pas le citer, Assado, déclarer au net que le Congo vendait de l'uranium à la Corée du Sud et à l'Iran. C'est pour dire quoi? La communauté internationale, venez bombarder ce pays, ou bien arrêter ce pays, nous vendons. Et vous allez dire que cette ONG-là, c'est vraiment une ONG des droits de l'homme. Et ils ne connaissent pas que là où il y a des bombes qui tombent, il y a insécurité. Il n'y a pas de droits de l'homme, justement. Qu'est-ce qu'ils ont comme notion de droit de l'homme? C'est le droit de leur ventre. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre cette émission avec la CENI. Gabi, c'est au courant de la semaine, l'abbé Malou Malou a finalement expliqué sa feuille de route, parce qu'il était parti au Parlement, il a expliqué aux députés nationaux, il a expliqué aux acteurs politiques, à la société civile. Le tour était venu que la presse s'en imprègne et les deux hypothèses ont été présentées. Globalement, l'abbé Malou Malou dit qu'il est impossible d'organiser 4 scrutins au suffrage universel direct, ça veut dire les conseillers municipaux, les députés provinciaux, les députés nationaux et le président de la République, parce que chaque élection vous coûte, je veux dire, une élection au suffrage universel direct, ça vous coûte au moins $500,000 par circonscription. Alors, s'il faut prendre l'ensemble des circonscriptions avec la décentralisation, les communes ont été éclatées, les territoires divisés, avec tout cela, ça nous fait autant de millions et de millions de dollars que nous n'avons pas. Et le temps pour le faire ne nous permet pas d'être dans le calendrier. Voilà pourquoi ils sollicitent que l'élection des députés provinciaux soit au suffrage universel direct pour minimiser les coûts. Et comment vous avez analysé toutes ces explications apparemment très techniques données par la CENI? Explication très technique, mais un peu métaphysique. Métaphysique dans la mesure où la proposition de Malou Malou insinue automatiquement la révision constitutionnelle. Parce que la Constitution n'a pas prévu les élections les élections urbaines au système indirect. Donc c'était le système. Moi, je me pose toujours la question, si le président de la... C'est vrai que c'est très complexe. Avec les découpages électoraux des circonscriptions, c'est très complexe. Mais le président de la République, qui a une circonscription très large, est élu au suffrage universel direct. Voilà. Et vous trouvez normal qu'un député ou bien un conseiller municipal, un député provincial ou bien un conseiller municipal, un sénateur, soit élu au système universel indirect? Ça, je ne comprends pas. Et la Constitution n'a été adoptée a été promulguée en 2006. Et en 2011, on l'a révisée avec la dose unique pour éviter le détour. La raison principale qui a été invoquée était le problème de moyens. Malheureusement, les moyens n'ont pas suivi la révision constitutionnelle. Ça, c'est un piège. Le deuxième élément, de Malou Malou, si on est dans l'impossibilité d'organiser toutes les élections au même moment, alors allons étape par étape, ou bien province par province. Et là, qui ne sollicite pas un passage en force, parce que même son retour à la tête de la CENI a posé un problème. Ce qu'il doit chercher, c'est plutôt les consensus. Et je pense que ce qu'il a fait en invitant les acteurs, les partis politiques, et les médias et les autres, les activistes de la société civile, c'est bien pour trouver un consensus. Mais la révision constitutionnelle n'est pas opportune en ce qui concerne l'organisation des élections. Non, je veux préciser que, attendez, si l'on doit tenir compte des éléments de la CENI, si par rapport aux moyens, parce que les acteurs politiques aussi oublient que ça fait 2 élections, on n'a pas eu à organiser les élections municipales, urbaines et locales. Et donc, on ne peut pas commencer par organiser d'autres élections en évitant celle-là. Mais les élections municipales et locales, parce que Malou Malou est en train de nouer des contacts avec les différents bailleurs des fonds, mais les gouvernements, vous savez, les élections, même lors du sommet du COMESA, on s'est félicité de l'organisation des élections sur financement propre de certains États. Ça, c'est un point positif. Et depuis longtemps, les élections ont eu lieu en 2011. Le budget 2012, 2013 et 2014 ont prévu combien pour les financements des élections. Il ne faut pas chercher des moyens à la veille des élections. On les prévoit, on sait que c'est cyclique. C'est 5 ans et les 5 ans-là commencent dès le premier jour où
l'élection, c'est où les élections se terminent. Il faut prévoir des moyens conséquents. Lorsque vous cherchez les élections, les moyens, non, l'Union européenne nous a mené ceci, le PNUD va nous soutenir avec tel moyen, tel ou tel partenaire. Par exemple, l'idée, j'ai entendu ça, Malou Malou ne l'a pas peut-être déclaré, l'idée d'imprimer des bulletins sur place au Congo. Bon, ici à Kinshasa, généralement, il n'y a que 3 grandes imprimeries de qualité. C'est vrai, il faut des garde-fous. Il faut des garde-fous, mais ça va aider aussi l'État congolais l'État congolais à gagner un peu d'argent dans ces jeux, dans l'organisation. Merci Gabi. Alors, on va de l'autre côté. Oui, Malou Malou, vous étiez d'ailleurs là. Malou Malou, contrairement à ce qu'il dit, Malou Malou présente des défis énormes. Mais si on doit revenir, parce qu'aujourd'hui, la volonté aussi de la CENI, c'est d'éviter que les députés provinciaux qui hier étaient devenus de petits rois, parce que c'est eux qui devaient élire le gouverneur de province, élire les sénateurs, et là, chaque sénateur pouvait s'amener avec ses 4 députés dans une chambre d'hôtel, il mange avec eux avant l'élection, ils arrivent et puis il est élu. Cette fois-ci, on élargit l'électorat, que ce soit des sénateurs, que ce soit des gouverneurs de province. Et vous ne voyez pas que c'est quand même quelque chose qui renforce encore beaucoup plus la sécurité pour avoir des élections plus ou moins crédibles? Oui, en écoutant Gabi, je me dis d'une chose que nous n'avons pas encore intériorisé, c'est que c'est la CENI. Si nous comprenons que la CENI est un organisme indépendant, ce qui veut dire que c'est un organisme qui ne doit pas travailler sous pression. Oui. Et tout ce que la CENI fait, c'est vous sensibiliser, vous dire, mais normalement la CENI devrait travailler, tout le monde, ni les chefs de l'État, ni le gouvernement, ni les partis. Si déjà les institutions de la République ne peuvent pas lui donner les injonctions, et à la rigueur des partis politiques qui sont des associations privées, on semble l'oublier. Vous pouvez être les partis les plus beaux, les plus grands, mais vous êtes une association privée. Vous allez donner des ordres à une institution comme la CENI qui est voulue par les législatures indépendantes. Tant qu'on ne comprend pas cette donne-là, on commet beaucoup de bévues telles que nous en connaissons. En fait, avec les 2 propositions, Malou Malou n'a rien inventé. Il a dit, je dois organiser les élections. Voici le temps et l'expérience des moyens. Voici les 2 schémas qui peuvent nous amener. Le premier schéma où on vote les députés provinciaux au second degré, oui. On les vote au second degré, ça permet que les gens respirent. Vous ne pouvez pas faire tout un pays pendant 5 ans. 5 ans, vous ne faites que des élections, et 5 ans, c'est le mandat de quelqu'un. Pendant tout ce mandat, il n'y aura qu'élection, élection pendant 5 ans. Un pays électoraliste. Donc, où on n'a pas un autre projet qu'organiser les élections. C'est quand même quelque chose. Si vous ne voulez pas de ce schéma, ok, on garde les députés provinciaux. On va les élire au suffrage universel direct, mais alors l'élection des gouverneurs et des sénateurs aura lieu en 2017. C'est une conséquence. Les gens veulent une chose, ils veulent non, leur mandat est terminé, on doit organiser les élections. Mais on va les organiser comment? Parce que c'est une technique, il faut quand même tenir compte de ça. Plus de 7000 modèles de bulletins imprimés, c'est beaucoup. En ce qui concerne les élections locales, généralement lorsqu'on dit « Ah, mais pourquoi on ne les avait pas organisées ?» Non, le président de la CENI a encore répondu qu'en 2006, par exemple, la Constitution demande, ces entités sur lesquelles on devrait organiser ces élections n'existaient pas encore. Même les lois qui devaient... Même les lois n'existaient pas. Donc il était impossible en 2006 d'organiser les élections locales. Et aujourd'hui, on ne doit pas continuer à satisfaire quelques individus qui veulent être députés au niveau national, qui veulent être députés au niveau provincial, être gouverneurs, tout ça, et abandonner. Et il y a une contradiction que les Congolais refusent de prendre en charge. Ils oublient que nous sommes maintenant comme un pays, une démocratie à 2 vitesses. Au niveau du sommet, il y a élection. Au niveau de la base, il y a nomination. Les gens ont oublié les bourgmestres, que les bourgmestres sont nommés. Qu'ils soient nommés ou quoi, notre histoire que jamais. Moi, je trouve mon compte en étant député, en étant ceci, cela. À la base, là, on s'en fout. Et ces gens-là, non, vraiment, le genre Fayoulou, consort, qui... Mais oui, mais c'est parce que vous allez vous rendre compte que cet homme, il va même... Je crois que le président de la CENI y a répondu. Où est-ce qu'il est écrit qu'on peut faire partie le président de la CENI par une pétition. Par une pétition. C'est une façon de lui faire pression. Est-ce que ces gens-là, ils ont le temps
de lire les textes dont ils sont législateurs. Moi, on commence à bien en douter. Il y a des gens qui ont été élus avec les Mounières et qui maintenant, ils ont désobéi aux fondateurs de Mounières. Alors maintenant, ils sont en train de chercher par tous les moyens comment revenir en 2007. Et ils créent des histoires pour être actifs. Bienvenue d'abord parce qu'il n'y a plus assez de temps. Bienvenue rapidement à votre lecture de l'explication que le président de la CENI a donnée à la presse. Il vient de le dire, que finalement la CENI s'est dit qu'on ne peut pas, il y a certaines élections qu'on ne peut pas coupler, parce que non seulement que techniquement ça va poser problème, en prenant par exemple, si on doit mettre le même jour l'élection des députés nationaux et des députés provinciaux, regardez le nombre de bulletins de vote qu'il peut y avoir ce jour-là, il y aura probablement beaucoup d'erreurs matérielles et on va encore crier sur la CENI. Et maintenant, il y a le processus de fiabilisation du fichier électoral qui est en cours. Donc la CENI a même répondu que le recensement scientifique qu'on attend du ministère du Plan n'a rien à voir avec l'organisation des élections. Charlie, il faut prendre ces choses comme un tout. Il ne faut pas commencer, au lieu de commencer par la fondation, vous commencez par le Linton et vous croyez que l'analyse est complète. Non, l'abbé Apollinaire Malou Malou, qui dirige un organisme technique, ce n'est pas parce que j'ai entendu ici qu'on parlait de l'indépendance. Oui, l'indépendance, c'est dans la technicité, ce n'est pas dans l'élaboration de la politique. La politique est élaborée par les parlements et l'abbé Malou Malou, c'est un organe technique au service de la classe politique et de la nation. C'est dire que, Charlie, aujourd'hui, on ne doit pas indéfiniment se prévaloir de ses propres turpitudes. Il y a eu une majorité qui s'est reportée de 2006 en 2011, de 2011 à actuellement. Cette majorité a trouvé que les élections locales et municipales ne valaient pas la peine. Et cette majorité veut aujourd'hui modifier les règles du jeu. Oui, ne valait pas la peine parce que si ça valait la peine, ils allaient les organiser. Ils ne les ont pas organisés. Premier mandat, on ne met même pas les lois en place. Deuxième mandat, on ne pense même pas les organiser. Les preuves sont là, on n'a même pas à chercher. On ne pense même pas les organiser, mais on veut changer les règles du jeu. Changer les règles du jeu, ça veut dire quoi? Ceux qui sont à la mangeoire aujourd'hui, à la majorité, ils voudraient réduire sensiblement le nombre d'électeurs de manière à ce que députés provinciaux, ça ne sera que nous parce que nous avons suffisamment de moyens pour soudoyer les grands électeurs. C'est ça la vérité. Il n'y a pas une autre vérité. On ne doit pas changer les règles du jeu maintenant. Les règles du jeu doivent continuer jusqu'à s'appliquer. Appliquons ne fût-ce qu'une fois les élections au suffrage universel direct au niveau des conseillers communaux. Continuons les élections au suffrage universel direct au niveau des députés provinciaux. Et on va voir après. On n'a même pas fait les premières élections, on veut déjà changer. Non, Charlie, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre comportement, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre logique de vouloir notre démocratie. La manière de nous organiser notre démocratie avec cette majorité, malheureusement accompagnée par l'abbé Malou Malou, qui présente des choses de manière scientifique, mais lorsque vous grattez réellement, vous vous rendez compte que c'est politiquement orienté, ça ne fait pas faire avancer les choses. Voilà, nous sommes obligés. Gabi voulait vraiment, parce que là, nous sommes hors... Je m'oppose au système des grands électeurs. Le système des grands électeurs entretient la corruption et c'est l'exclusion des faibles. Vous et moi, bienvenue Diana, n'avons pas de place. Merci. Vous avez... Et justement, ce qu'il dit là, il était dans la salle, mais il oublie c'est que la corruption, parce qu'il a été... même au niveau des élections directes, les gens ont triché. Mais il a reconnu. Je termine ceci en disant que c'est vrai, entre un député provincial et un sénateur et un gouverneur, qui a plus de pouvoir? Alors qu'au même moment qu'on réduit l'électorat du député provincial, on élargit l'électorat des gouverneurs et des sénateurs. Mais qu'est-ce qui est plus important? Voilà. Moi, merci beaucoup. Je crois que je peux expliquer ce qu'il dit. Ça veut dire que désormais, pour être sénateur, donc on ne va plus se contenter des 4 ou 5 députés provinciaux. Il va falloir battre campagne auprès des conseillers municipaux. Attendez, de tous les conseillers municipaux de la circonscription. Et ce qui va être une tâche plus ou moins difficile pour certains candidats. Mais en tout cas, on va y revenir. On n'a pas eu le temps de parler de l'Ukraine où le pouvoir a changé de main. Le président, poussé par la pression populaire, a dû quitter
le palais présidentiel est allé s'exiler pour le moment en Russie. Nous y reviendrons. Merci à vous tous qui nous avez fait confiance pour suivre cette émission. Merci à mes confrères qui sont sur ce plateau. C'est la fin de ce magazine. Le prochain numéro, c'est déjà pour la semaine prochaine. Dans l'entretemps, restez avec nous sur TLC, sur Radio 7, mais également sur www.lepotentielonline.com. Au revoir. Merci.